T'es radiant. Merci de nous rejoindre sur Radio J et on va parler de cette exposition totalement inédite axée sur un classique de la bande dessinée, Spirou dans la tourmente de la Shoah, une exposition qui s'ouvre cette semaine au Mémorial de la Shoah à Paris et qui explore les inspirations et les sources de l'auteur et l'illustrateur Émile Bravo que l'on va présenter. C'est également l'occasion, puisqu'on parle de Spirou et de la Shoah, de découvrir le peintre allemand Félix Nussbaum, son épouse Felka, assassinée à Auschwitz en 1944. On va parler de tout ça, puisque c'est assez complexe. Et pour en parler ce matin, eh bien, nous sommes en direct en studio avec quelqu'un que vous connaissez bien, une voix que vous connaissez bien sur Radio J, le commissaire de cette exposition. C'est notre chroniqueur Didier Passamonique. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Mais oui. Je vois que vous êtes toujours, vous courez, vous êtes toujours là sur le qui-vive et vous êtes et commissaire donc de cette exposition en binôme avec une certaine Caroline François, commissaire. Oui, je suis commissaire scientifique, elle est commissaire générale de l'exposition qui a lieu donc au Mémorial de la Shoah, qui s'ouvrira ce vendredi 9 décembre. Alors, avant d'entrer dans les détails de cette histoire et de l'histoire de Spirou, pourquoi cette initiative ? Est-ce que c'était une idée qui germait depuis longtemps, depuis déjà quelques mois ? Depuis des années, en fait. Oui. Depuis des années, parce que ça fait longtemps que je travaille le sujet. Déjà, au même endroit, au Mémorial, j'avais fait bande dessinée Shoah il y a quelques années. Donc Spirou était déjà présent. Et puis, en fait, en tirant le fil, on découvre plein de choses nouvelles. Et derrière ces choses nouvelles, des histoires à raconter qui sont absolument incroyables. Alors, on va faire le point. Il faut revenir sur l'histoire de Spirou. Spirou, cet hebdomadaire qui a été créé en 1938, juste avant donc, ce qui se passe pendant la Shoah. Spirou, c'était une couverture de résistance, en fait. Oui, mais auparavant, c'est quoi ? Spirou, c'est la maison Dupuis est fondée en 1922, elle fête son centenaire, là, cette année. Et le fondateur, Jean Dupuis, maurassien, antisémite, ce qui fait que dans ses publications, on trouve des couvertures antisémites qui sont presque dignes du Sturmer, vraiment. Et même Spirou lui-même, le personnage, en novembre 40, donc après l'invasion allemande, va déraper. Il y a une page de JG parfaitement antisémite de Spirou. Et à côté de ça, dans l'ombre, il y a le rédacteur en chef de Spirou qui s'appelle Jean Doisy et qui, lui, fait la résistance, utilise Spirou pour faire la résistance, et même le club des amis de Spirou, qui sont environ 5000 en 1939, qui vont être 50 000 en 1943, il utilise ce club pour recruter pour son réseau de résistance. Ouais, certains lecteurs vont suivre ses conseils et intégrer les rangs de la résistance. Absolument. Et donc le mystère qui, moi, m'interpellait, c'est comment c'est possible que cette revue catho, ils étaient catho possible, hein, les Dupuis, comment cette revue catho peut héberger un rédacteur en chef qui est communiste, qui est cofondateur de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme avant-guerre. Comment ce mec-là a pu agir sans que ses patrons soient au courant. Donc c'est autour de ce mystère que j'ai commencé à creuser. Et l'occasion m'a été donnée avec la bande dessinée de Bravo, qui est un pur chef-d'œuvre, hein, qui s'appelle donc L'espoir malgré tout, qui est une série en 4 volumes. Et donc la 4e partie qui est sortie au mois de mai dernier. Voilà, c'est ça. Et donc, à l'intérieur de cette histoire, on parle de la Shoah, puisque Spirou, qui est un personnage de fiction, va rencontrer 2 personnages vrais, qui sont Félix et Felka Nussbaum, des peintres allemands qui ont vraiment existé et qui ont fini leur jour à Auschwitz. Et vous êtes lié aussi, Didier, je crois, d'une manière très personnelle à cette histoire, à ce Jean Doisy. C'est-à-dire que ce Jean Doisy, non seulement c'est un résistant, mais en plus on s'aperçoit qu'il a recruté Victor Martin. Alors qui est Victor Martin ? Il faut l'expliquer. C'est l'espion d'Auschwitz. C'est l'espion d'Auschwitz. C'est un gars qui était en 1942 à Auschwitz pour voir si c'était un camp de mise à mort ou un camp de vacances, de travail, comme le prétendaient les Allemands. C'était pas crédible, puisqu'on envoyait de l'autre côté, à l'Est, aussi bien des vieillards que des enfants qui, objectivement, n'allaient pas travailler, eux. Mais il y avait encore un doute. Et donc, on envoie ce gars là-bas, il va revenir
il va revenir d'Auschwitz avec la conviction que donc c'est un camp de mise à mort. Il va se faire arrêter 2 fois par les Allemands, il s'évadera 2 fois. Il revient en Belgique, il fait un rapport en mars 1943 qui va être transmis au gouvernement belge de Londres et au comité de défense des Juifs de Gert et Yvonne Jospin. Et ça va permettre d'accélérer le sauvetage, notamment des enfants juifs, et dont ma mère, qui s'est cachée pendant la guerre sous un faux nom alors qu'elle avait 9 ans seulement. Ouais. Alors il y a Victor Martin, on parle aussi d'une certaine Suzanne Moons, alias Brigitte. Alors oui, donc... Pourquoi je parle de Victor Martin ? Parce que qui recrute Victor Martin pour la Ligue de défense pour le comité de défense des Juifs ? C'est Jean Doisy. Jean Doisy, ouais. Alias, Jean Doisy, c'est son pseudo. Hein. Son vrai nom, c'est Évrard. Et Évrard, et alors il se passe cet événement incroyable, c'est que donc, j'expliquais tout à l'heure qu'en 1943, il y a 50 000 membres du club. C'est pas compliqué. Ils n'arrivent pas à servir les abonnements du journal. Ils conseillent aux abonnés de prêter leur numéro à leurs voisins ou à leurs copains. Parce qu'ils n'arrivent pas à suivre. Il n'y a pas assez de papier. Ils n'arrivent pas à suivre. Et donc, les Allemands s'inquiètent et exigent de mettre un administrateur à eux dans le board des éditions Dupuis. Les Dupuis, parce qu'autant le père, alors ça c'est un autre détail que j'expliquerai, ouais. Le père il se trouve à Londres, par hasard à Londres, il est resté coincé à Londres toute l'occupation, il passe toute l'occupation à écrire des lettres à ses fils pour leur conseiller de collaborer, alors que ses fils en réalité... Et c'est ce que fait la preuve de cette exposition, parce qu'on a trouvé des documents inédits, ses fils sont résistants. Ouais. Donc en fait, il y a une entente entre les Dupuis et Jean Doisy. Et donc ce Jean Doisy, on est en 43, en septembre 1943, les Allemands veulent un administrateur, les Dupuis refusent, et donc du coup, les Allemands coupent le papier, la Propaganda-Abteilung Belgien coupe le papier, donc le Spirou s'arrête. Et là, Doisy a une idée géniale, c'est de créer un théâtre de marionnettes où il va faire vivre les personnages de son journal sur scène, le Farfadet sur scène. Et ce théâtre va faire salle comble, puisqu'il y a 50 à 60 000 enfants, et donc familles, qui vont assister à ces théâtres, et ce théâtre continue à lui servir de réseau pour sa résistance. Et donc, c'est ça qui est incroyable. Et alors, ce qu'on a découvert, c'est que la mère du marionnettiste, qui a 19 ans, hein, le marionnettiste, hein, la mère du marionnettiste, à elle seule, sauve 600 enfants juifs. C'est énorme, 600 enfants juifs sauvés. Alors, il faut parler de Spirou, puisqu'on parlait de l'ouvrage d'Émile Bravo, Spirou, l'espoir malgré tout. Spirou, c'est un personnage très connu de la bande dessinée, bien sûr, historique, mais certains de nos auditeurs, peut-être un petit peu plus jeunes, ne peuvent ne pas forcément savoir qui est Spirou. Alors, si vous deviez vous décrire justement ce qu'est Spirou, qui est ce personnage de Spirou ? Déjà, c'est un personnage bizarre, parce qu'il est tout le temps habillé en groom, ce qui est un costume qu'aujourd'hui, les chasseurs d'hôtels ne portent pas vraiment, hein, c'est fini, on ne porte plus ce genre de costume. Bah, lui, il continue à le porter. En plus, il va en Palombie, là où il fait 50 degrés à l'ombre, toujours dans le même costume. Donc tout ça n'est pas très crédible, mais c'est normal, on est dans une bande dessinée. Une bande dessinée, c'est une convention entre un auteur et son lecteur. Donc on fait ce qu'on veut. Et puis les personnages doivent être identifiable. Voilà, exactement, c'est ça l'intérêt. Et donc, il y a Spirou et Fantasio. Fantasio, c'est une création de Jean Doisy, il faut le savoir. Il est scénariste de BD aussi, il a créé Valardy. Et donc, c'est un héros sans peur, sans reproche, et qui a vécu toutes sortes d'aventures, sous le crayon de Franquin en particulier, qui a déjà frayé avec des régimes proto-nazis. En fait, il y avait déjà une critique du nazisme dans Spirou. Ouais. Sous le crayon de Franquin, c'est-à-dire que ça avait changé, Gigé était un peu antisémite, et puis sous le crayon de Franquin, ça s'est amélioré. Et en revanche, dans Spirou, le journal d'un ingénu, qui est le premier album fait par Émile Bravo, il va non seulement faire de Spirou un personnage qui entre dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la fiction, on est vraiment dans l'histoire. Le journal d'un ingénu raconte en fait une rencontre de dernière chance entre les Polonais et les nazis pour faire en sorte que la Pologne ne soit pas envahie. Ouais. Ça ne marchera pas. Et dans cet épisode-là,
Spirou tombe amoureux d'une jeune femme qui est juive, Ouais. qui s'appelle Cassandra, qui est née à Danzig, c'est-à-dire un pays à l'époque avant-guerre. On savait, c'était un État libre, Ouais. Indépendant. indépendant, c'est Ouais. ni polonais ni allemand, donc une espèce de truc bâtard. Mais en fait, elle est ukrainienne, russe, enfin bref, allemande et ukrainienne, et donc russe. Et donc, voilà, c'est ça Alors, la caractéristique. Et durant tous les 4 volumes de L'Espoir malgré tout, il est à la recherche de cette jeune fille juive qui a disparu à l'Est, on ne sait pas dans quelles circonstances et dont il n'a aucune nouvelle. eh oui, dans Spirou, donc l'espoir malgré tout, on retrouve donc ce héros belge, Spirou, qui assiste à l'invasion de son pays par les troupes allemandes en 1940. Face à cette situation, que faire? Alors plusieurs choix s'offrent à lui. Est-ce qu'il faut attendre des jours meilleurs? Est-ce qu'il faut résister? Est-ce qu'il faut collaborer? Et justement, ce qui est intéressant aussi dans l'exposition que vous présentez au Mémorial de la Shoah, c'est qu'on explore toutes les parties de cette histoire de la Belgique en pleine Shoah. Oui, parce que l'histoire de la Shoah en Belgique ou en France ou en Hollande est tout à fait différente. Autant en France, si mes souvenirs sont bons, on sauve environ 75% de la population juive en France. Autant en Belgique, c'est 50%, et même en Hollande, ce sera 90% qui seront exterminés. Donc, c'est pas du tout le même régime. On oublie aussi que le régime politique est pas le même. En France, donc, il y avait la partie occupée et Vichy. En Belgique, en fait, c'est déjà une partie du nord de la France et de la Belgique qui constitue un gouvernement qui est directement dirigé par les Allemands. Il y a pas qui est directement dirigé de l'Allemagne. Et donc, et puis il y a tout un jeu qui est fait par les occupants de faire en sorte que les Flamands se sentent plus germains que les francophones, et une partie du problème linguistique en Belgique vient également de cet épisode. Alors, quelque chose de très intéressant aussi est dans l'ouvrage d'Émile Bravo, et c'est un petit peu le défi aussi qu'il a su relever. Spirou, qui est mis en scène avec des personnages qui ont réellement existé dans cette bande dessinée. Ça, c'était un vrai défi. Alors, c'est très touchant. Puisqu'il s'agit de peintres qu'on connaît, puisqu'il y a eu une expo récemment, il y a quelques années, au MAGE. Musée d'art et d'histoire du judaïsme, ouais. Ouais, autour pas d'Émile Bravo, mais de Félix Nussbaum. Ouais. Félix Nussbaum, c'est qui? C'est un peintre allemand de grand talent. C'est un héritier de la nouvelle objectivité. Donc on est entre la nouvelle objectivité et le surréalisme un peu. C'est ça sa caractéristique. Il est tellement talentueux que il est en résidence à Rome en 1933 au moment où les nazis arrivent au pouvoir. Et là, on va incendier son atelier. Et là, il se dit, je ne peux pas rentrer dans ce pays-là. Et donc, il va traîner un peu dans le sud de la France pendant quelques temps. Puis après, il va se fixer en Belgique, où sa femme, Felka, qui est polonaise, ils ne sont pas encore mariés, ils se marieront qu'en 1937, mais là, on est en 1933. Et donc, il va en Belgique, et là, il a le soutien de James Ensor, qui est le grand peintre belge de l'époque, qui est baron James Ensor, qui a été anobli par le roi, et qui va l'aider à faire son trou. Mais malheureusement, la guerre arrive, et en 1939, comme il est allemand, il va se retrouver enfermé comme les autres Allemands, puisque c'est un ressortissant d'un pays belligérant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve donc ces personnages, Félix et sa femme Felka, dans Spirou. Absolument, et donc, alors il va cacher un peu son jeu, c'est-à-dire qu'on va apprendre il s'appelle Félix et Felka, le nom n'est même pas prononcé, mais tout au long des albums, on voit ces tableaux, dont quelques-uns vont figurer dans l'exposition du Mémorial de la Shoah. Alors, Spirou, l'espoir malgré tout, on y parle de la prise de conscience de la catastrophe naziste, un récit qui vise à transmettre aussi d'une certaine façon, à l'heure où les derniers survivants de la Shoah disparaissent, bien, cette mémoire de la Shoah. Concrètement, comment la Shoah est-elle représentée dans Spirou? Est-ce que, par exemple, un enfant peut lire Spirou? Est-ce que c'est pas trop violent? Il faut surtout qu'un enfant lise Spirou.
parce que c'est exactement ça lui est destiné. Et je pense que ça parle aujourd'hui, parce que quand on voit l'Ukraine, une Ukraine envahie, comment on fait? Comment on fait quand on a 12 ans, 16 ans? Ici, il s'agit vraiment sur l'affiche et la couverture, on voit Spirou qui protège 2 enfants. En fait, tous les processus de la Shoah sont décrits. C'est-à-dire comment les Juifs sont mis au banc de la société, comment on leur interdit plein de fonctions, les magasins juifs sont désignés comme tels. C'est un livre d'histoire finalement, un petit peu. Ils doivent porter l'étoile jaune. Enfin, tout ce processus est vraiment décrit dans les détails. On ne va pas... C'est une vision réconciliée de la Shoah, c'est-à-dire que c'est pas le Maus de Spiegelman où on décrit qui est peut-être plus noir, plus sombre. Où on décrit Auschwitz. Là, on décrit le processus génocidaire, et ça, un enfant peut le lire. Il y a rien de traumatisant dans cet album. Au contraire, tous les ingrédients de ce qui doit composer l'humanisme et qui doit faire en sorte que quelqu'un de normal soit révolté contre la ségrégation qui s'est faite contre les Juifs, que tous ces éléments-là sont racontés de façon très naturelle, avec un talent dans le jeu de comédie qui est extraordinaire, parce que Émile Bravo est un excellent, c'est probablement un des auteurs les plus importants de l'époque, il faut qu'on le sache, il faut qu'on le dise. Ce livre-là, cette tétralogie, L'espoir malgré tout, c'est vraiment la meilleure représentation de la Shoah depuis le Maus de Spiegelman, quand même. Eh bien, on conseille à tous nos auditeurs de se rendre à cette exposition mémoriale de la Shoah, Spirou dans la tourmente de la Shoah, qui s'ouvre ce 9 décembre au mémorial au 17 rue Geoffroy-Lanier dans le 4e arrondissement de Paris. Évidemment, accès gratuit au mémorial. Puis, il y aura une avant-première, je crois, ce jeudi. Ce jeudi, c'est l'inauguration, mais dès vendredi, on peut visiter. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonique d'avoir été avec nous. On vous retrouve bien sûr au quotidien sur Radio J du lundi au jeudi pour la diaspora des bulles avec notre ami Kéliane Nguyen. Et donc, je vous dis à demain. Et on adore ça, nous. Hein. À demain. À demain.